Bismillah. Aiguillonné par la peur, Esteban Miranda courait à l'aveuglette, à travers des buissons d'épineux qui lui lacéraient la chair, laissant une piste sanglante dans son sillage. À un moment donné, alors qu'il longeait la rivière, sa précieuse peau de léopard s'accrocha à une branche, tandis qu'il luttait pour récupérer son bien. Il entendit soudain du bruit dans les buissons. Un instant plus tard, des yeux jaunes brillèrent dans la nuit. Poussant un hurlement de terreur, l'Espagnol lâcha la peau de léopard et plongea dans les eaux noires de la rivière. Jacques Balja s'approcha et contempla l'endroit où l'homme avait disparu, mais il ne vit rien d'autre à la surface que des cercles qui allaient s'élargissant, car Esteban, bon nageur, progressait sous l'eau vers l'autre rive. Quelque peu déçu, le lion d'or s'éloigna. Au détour d'un buisson, il huma le trophée abandonné par Esteban. Il s'en saisit aussitôt et s'en retourna vers son maître. À bout de souffle, l'Espagnol émergea au milieu d'un fouillis de branches et de feuillages. Il aperçut un tronc d'arbre qui flottait au milieu du courant. Après bien des efforts, il parvint à se hisser dessus. Là, il poussa un soupir de soulagement. En fin de compte, échapper à la vengeance de l'homme singe n'avait pas été si compliqué. Certes, il déplorait la perte de la précieuse carte qui devait lui permettre de retrouver l'or, mais il avait en sa possession un trésor plus grand encore, le sac de diamants. Toute la nuit, Esteban Miranda se laissa porter par le courant, sans apercevoir le moindre signe de vie. Peu après le lever du jour, cependant, il parvint à un village indigène. Il s'agissait du village d'Oebebe. Le cannibale, une femme qui vaquait à ses occupations près de la rivière, aperçut soudain le géant blanc sur son tronc d'arbre. Elle poussa alors de grands cris pour ameuter le reste de la population. « C'est un dieu tombé du ciel !» cria l'un des villageois. « Non, c'est l'esprit de la rivière !» répliqua le sorcier. « C'est l'un de mes amis. »« Vieux fou !» répliqua Obébé, le cannibale. « Ce n'est pas l'esprit de la rivière, mais Tarzan des grands singes. Obébé le connaît bien. » En vérité, tous les chefs cannibales des villages voisins connaissaient Tarzan et le redoutaient, car il leur livrait une guerre sans merci. « C'est Tarzan des grands singes !» répéta Obébé. « Peut-être allons-nous enfin pouvoir le capturer. » Après avoir rassemblé une cinquantaine de guerriers, il s'engagea sur la piste qui longeait le cours d'eau. Enfin, au bout de plusieurs kilomètres, là où la rivière formait un coude, le tronc d'arbre sur lequel était juché Esteban Miranda fut pris dans un tourbillon et alla s'échouer sous un arbre dont les branches retombaient dans l'eau. Esteban réussit à se traîner jusqu'à la rive. Savourant l'inquiétude de ce havre de paix, il était loin de se douter que 50 cannibales l'épiaient. Dissimulé dans les herbes alentour, constatant que le sac de diamants était toujours en sa possession, il sourit. « J'ai bien de la chance, après tout, » murmura-t-il. À peine avait-il prononcé ces mots que les 50 noirs se jetaient sur lui. L'attaque fut soudaine que l'Espagnol n'eut même pas le temps de réagir. En quelques secondes, il fut ligoté. « Enfin, je t'ai capturé, Tarzan des grands singes !» s'exclama Obébé. Esteban, qui n'avait pas saisi un traître mot de ce que lui disait cet homme, ne put rien répondre. Mais il était sûr d'une chose, on l'avait fait prisonnier et on le reconduisait vers l'intérieur du pays. Au village d'Obébé, grande fut la joie des femmes, des enfants et des guerriers restés en retrait. Seul le sorcier prit un air sinistre pour annoncer « Vous avez capturé l'esprit du fleuve, nous n'attraperons plus de poissons, et un terrible fléau s'abattra sur le peuple d'Obébé. Nous mourrons tous comme des mouches. » Obébé se contenta de rire. D'un âge respectable, il avait acquis une grande sagesse, ce qui le rendait quelque peu sceptique vis-à-vis du sorcier, dont les fariboles défiaient la raison. « Rira bien qui rira le dernier, » marmonna le sorcier. « Oui, je peux rire, » répliqua le chef, « car bientôt de mes propres mains je tuerai Tarzan des grands singes, et lorsque mes guerriers et moi l'aurons dévoré, nous n'aurons plus rien à craindre des esprits dont tu parles. » Peu après, ils jetèrent l'Espagnol dans une hutte aussi répugnante qu'un dépotoir. Au dehors, les femmes préparaient déjà le festin à venir. Esteban Miranda n'entretenait aucun doute quant au menu du soir. Seul un miracle pourrait le sauver. En fin d'après-midi, l'Espagnol pouvait compter les heures qui lui restaient à vivre sur les doigts d'une main. Il avait invoqué les dieux du ciel, les conquistadors et même Carmen, mais sans succès. Aucune de ces figures illustres n'était venue le délivrer de sa géole. Ce sont les crocodiles qui s'en chargèrent. À la tombée de la nuit, des hurlements stridents se firent entendre du côté du fleuve Ugogo. Surpris, les villageois se précipitèrent vers la berge. Avec horreur, ils virent alors une femme emportée par un crocodile. « Ne t'avais-je pas prévenu, Obébé ?» triompha le sorcier. « L'esprit du fleuve a déjà commencé à se venger de ton peuple. » Les villageois, tout imprégnés de superstition, se tournèrent craintivement vers leur sorcier, puis vers leur chef.
C'est Tarzan des grands singes, persista au bébé. Non, c'est l'esprit du fleuve qui a pris la forme de Tarzan des grands singes, répéta le sorcier. Nous verrons bien, dit au bébé avec un éclair de ruse dans le regard. Si un jour nous découvrons qu'il s'est échappé, alors nous aurons que c'est un esprit. Et dans la mesure où nous l'aurons traité correctement, il ne cherchera pas à nous nuire. Mais s'il ne s'échappe pas, nous saurons que c'est Tarzan des grands singes, et nous le garderons prisonnier jusqu'à ce qu'il meure. Mais supposons qu'il ne meure pas, justement, objecta le sorcier en se grattant la tête d'un air perplexe. Dans ce cas, nous saurons que c'est toi qui avais raison et que c'est bien un esprit. Et voilà comment Esteban Miranda, qui avait en sa possession la plus fabuleuse fortune dont on puisse rêver, se retrouva prisonnier d'Obébé le cannibale. Pendant ce temps, Oaza, dissimulé près de l'endroit où Esteban et lui avaient enterré l'or, vit Tarzan et les Waziri fouiller la cachette, puis s'en aller les mains vides. Le lendemain, Oaza revint avec 50 hommes recrutés dans un village voisin. Ils déterrèrent l'or et se mirent en route vers la côte. Ce soir-là, Oaza établit son campement près d'un minuscule village. Le chef l'invita dans sa hutte et lui offrit de la bière, tandis que ses hommes circulaient parmi les porteurs d'Oaza et les interrogeaient. Ils finirent par apprendre que le chargement était constitué de lingots. « Tout cet or doit être bien lourd, dit le chef à Oaza. Tes porteurs auront du mal à faire le voyage jusqu'à la côte. »« Oui, répondit Oaza, mais je les paierai bien. Je connais un endroit pas loin d'ici où tu pourrais t'en défaire. Cela t'éviterait d'aller jusqu'à la côte, fit observer le chef du village. Où demanda Oaza, et qui serait prêt à l'acheter. Le chef du village se pencha vers lui et murmura. Un homme blanc, qui t'offrira un morceau de papier en échange. Une fois sur la côte, il te suffira de montrer ce papier pour obtenir l'équivalent de ton or en espèces sonnantes et trébuchantes. Qui est cet homme, et où se trouve-t-il demanda Oaza. C'est un ami, dit le chef, et si tu le désires, je te conduirai jusqu'à lui demain. D'accord. Les porteurs furent ravis d'apprendre qu'ils n'auraient pas effectué le long et fastidieux voyage jusqu'à la côte. Et dès le lendemain, ils se mirent en route vers le nord-est, accompagnés par le vieux chef, qui semblait tout aussi ravi, sans qu'Oaza pût deviner la cause de cette joie. Ils marchaient depuis environ 2 jours, lorsque le chef envoya l'un de ses hommes en éclaireur. « Il va prévenir mon ami de notre arrivée, dit-il à Oaza. Quelques heures plus tard, alors qu'ils débouchaient dans une plaine luxuriante, ils virent de nombreux guerriers avancer dans leur direction. « Qui sont-ils » demanda Oaza en s'immobilisant. « Ce sont les guerriers de mon ami, dit le chef. Il est avec eux, tu le vois ?» Du doigt, il désignait une silhouette qui courait devant les noirs, dont les lances et les plumes blanches brillaient au soleil. « On dirait plutôt qu'ils viennent nous attaquer, » s'inquiéta Oaza. « Cela dépend de toi, Oaza, » répliqua le chef. « Je ne comprends pas. Tu comprendras dans quelques minutes, quand mon ami sera là. » Soudain, Oaza crut reconnaître Esteban, l'homme qu'il avait abandonné, en la personne du géant blanc qui dirigeait les Noirs. « Tu m'as trahi » s'écria-t-il en se tournant vers le chef du village. « Qui vivra verra » répondit ce dernier d'un ton énigmatique. « Mais l'or n'appartient pas à cet homme, c'est pour monnaie. Oaza, il l'a volé. » Il montra Tarzan du doigt, mais ce dernier, parvenu à la hauteur du chef, ne fit pas le monde d'un regard à Oaza. « Ton messager est venu me trouver, dit Tarzan. Que puis-je faire pour toi ?» Le chef lui sourit d'un air bienveillant. « Il y a 4 jours, Tarzan, l'un de tes hommes est passé au village, et 2 jours plus tard est arrivé cet homme avec son précieux chargement. Je lui ai dit que j'avais un ami prêt à lui acheter son or, mais seulement bien sûr si cet or appartient à Oaza. »« Tu as agi pour le mieux, mon ami, dit l'homme singe. L'or n'appartient pas à Oaza. »« Il ne t'appartient pas non plus, s'écria Oaza. Tu n'es pas Tarzan des grands singes. Je te connais. Tu es venu avec les 4 blancs et la femme voler l'or sur le territoire de Tarzan. Puis tu l'as dérobé à tes amis. C'est l'autre qui était un imposteur, Oaza. Moi, je suis le vrai Tarzan. Et je te remercie de m'avoir apporté mon or. Oaza fut contraint de transporter l'or jusqu'au bungalow de Greystock. Là, Tarzan donna à manger aux porteurs et les paya avant de les renvoyer chez eux. Oaza les accompagna, nantis d'un présent de valeur contre la promesse qu'ils ne mettraient plus les pieds sur le territoire de Tarzan. Devant leur bungalow, Tarzan, Jane et Korak les regardèrent s'éloigner. Soudain, Tarzan passa un bras autour des épaules de sa femme. « Finalement, j'avais renoncé trop vite à l'or d'Opar, lui confia-t-il. « Avec un peu de chance, quelqu'un nous rapportera aussi les diamants, » s'exclama Jane en riant. « Aucune chance, dit Tarzan. Ils sont sans aucun doute possible au fond de Lugogo. » Au loin, sur les rives de Lugogo, dans le village d'Obébé le cannibale, Esteban gisait sur le sol, jonché de détritus de la hutte qui lui avait été attribuée, et il rêvait à cette fortune qu'il ne pourrait sans doute jamais dépenser.